Oui, Office québécois de la langue française. Oui, OK, bon. Et c'est parce que hier, j'étais avec mon best friend. On est allé dans Chinatown. OK, on voyait rien, il neigeait, on ne voyait pas à travers le windshield. Il y avait de la neige par-dessus les tires. Fait que là, on est allé dans un restaurant ouvert là, 24/7. Puis là, on a commandé un number 242. Et là, j'ai vu sur le menu écrit chow mein. Là, j'étais flabbergasté. J'ai dit, enough is enough. Je vais appeler l'Office québécois de la langue française. Alors, je vous appelle. Moi, c'est that's it, that's all, là. On finit ça là. Vous allez porter plainte. Vous allez... Way to go, monsieur. Way to go. Merci beaucoup. Alors, et oui, Pastagate number 2. Imaginez-vous donc que un cas, c'est pas suffisant. Maintenant, il y en a un autre à Québec. Nous allons en parler. Je vais vous présenter tout de suite mes commentateurs invités de la journée. Lise Ravary, chroniqueuse et blogueuse au Journal de Montréal. Bonjour Lise. Mathieu Bock-Côté, tiens, ça fait longtemps. Long time no see, comme on dit en français, Mathieu Bock. Eh bien, ça fait plaisir. Sociologue et chroniqueur au Journal de Montréal. Dominique Moret, animateur à Radio X, chroniqueur Journal de Québec. Dominique, raconte-moi ce qui se passe à Québec cet été. On croyait que c'était le cas unique d'un fonctionnaire zélé qui voulait faire plaisir peut-être à son boss. L'histoire du Buonanotte, on le sait cette semaine, qui a reçu une contravention parce que c'était écrit trop gros pasta. Donc, au bout du compte, ça a été un face saver, comme on dit. Bon, c'est ça, un autre mot anglais. on a sauvé la face du côté du gouvernement en disant, bon, c'est un fonctionnaire trop zélé, sauf que ce qu'on apprend, c'est qu'à Québec, le restaurant Portofino, qui est un classique du Vieux-Québec, c'est une petite tranche d'Italie dans le Vieux-Québec. Vous voyez ça, les drapeaux de Ferrari, bon, c'est le fun, on voit là avec sa blonde. Puis finalement, le monsieur joue de l'accordéon, puis tu vois des gros titres en italien sur le menu. Ils se sont fait taper sur les doigts par l'Office de la langue française. Ils devaient changer leur menu, eux autres aussi. Là, j'ai communiqué avec le propriétaire ce matin, au bout du compte, pour savoir ce qu'il en était. Parce qu'eux autres, Richard, aussi, ils ont une espèce de slogan dans la vitrine, « Pasta, pizza et moussica ». Ça ne faisait pas l'affaire des fonctionnaires. Mais à cause du précédent de Buonanotte, ce que j'ai appris au cours des dernières minutes, c'est que là, le surveillant de l'Office, il s'est fait un petit peu taper ses doigts, puis on va appliquer, si tu veux, le précédent montréalais à la situation de Québec. OK, donc on ne lui a pas demandé de changer parce qu'il y avait ça aussi sur ses autos de promotion. Oui, on y avait demandé, Richard. On y avait demandé, mais là, on a publicité l'histoire ce matin à la radio. On a communiqué avec l'Office. Et là, l'Office dit, ouais, mais là, c'est parce qu'on est fourré. Le Buonanotte, on y avait donné le feu vert. Bien, écoute-moi, Dominique, on y avait demandé, initialement, il avait demandé de changer ses autos de promotion parce que le slogan pasta, pizza et musica était inscrit sur ses autos. Exact. C'était tout ça, là. C'était le kit au complet, comme on dit. Le menu, il y a des voitures. Il s'était acheté des Fiat, le monsieur Petit, propriétaire du Portofino. Donc, des autocollants, etc. Lui, on lui demandait également de mettre le restaurant Portofino parce qu'au départ, et ça va rester comme ça, c'était Bistro Italiano. Tu sais, ça fait un petit peu, là, c'était bien dangereux, comprends-tu, pour les francophones. Oui. Fait qu'il fallait changer ça. Et surtout que le français est très menacé à Québec. Ah, c'était épouvantable. Juste en regardant la pancarte, là, je perdais des mots, 30 mots à minute. Québec. Hey, je suis allé sur Google et j'ai vu la traduction française de chow mein et c'est nouilles sautées. Alors, faudrait-il maintenant demander à tous les menus? Mathieu Bock-Côté, j'aimerais t'entendre là-dessus. Toi, grand défenseur de la langue française, est-ce qu'on est en train... Tu sais que ça fait le tour de la planète. Oui. L'histoire du Pastagate, c'est dans un journal en Nouvelle-Zélande. Oui, bien, je crois qu'on est ici devant ce que j'appellerais, c'est ce que j'ai appelé dans un texte de mon blog, le paradoxe du Pastagate. C'est-à-dire, dans une société qui constate en ce moment, effectivement, qu'elle se défrancise. À Montréal, le français perd du terrain. À Montréal, on constate, quand les nouveaux arrivants, entre eux, parlent anglais plus souvent qu'autrement. On constate que lorsqu'ils sortent du secondaire, la moitié des nouveaux arrivants vont, par exemple, au cégep anglais. On constate, finalement, qu'on perd du terrain. Eh bien, devant ce constat d'impuissance, puis on constate aussi qu'on ne peut rien faire. Chaque fois que le gouvernement veut faire quelque chose, il est paralysé, il est accusé de tous les noms et ainsi de suite. Eh bien, j'ai l'impression, paradoxalement, qu'on se retrouve ici avec une officine bureaucratique qui se dit, là, on va faire quelque chose, on va s'accrocher à un détail, et j'ai l'impression que c'est ce qui arrive dans la vie individuelle comme dans la vie collective. Quand on peut rien faire sur l'essentiel, on se rabat sur des détails et on devient un obsédé du détail. Eh bien, j'ai l'impression que le Pastagate et toutes ces espèces de le côté tatillon, bureaucratique, un peu nono de l'Office lorsqu'il décide
décide de s'en prendre un menu et ainsi de suite. C'est le symptôme, paradoxalement, qu'on est capable de rien faire sur l'essentiel. D'abord, on décide de s'acharner sur les détails. Mais j'espère que personne va en profiter pour discréditer l'ensemble de la politique linguistique québécoise à cause de ces quelques gestes aberrants, insensés, qui sont par ailleurs, qui provoquent une gêne commune chez tous les souverainistes, notons-le bien. Hein. Tous ceux qui se disent ça disent « j'espère que les excités anti-loi 101 en profiteront pas pour attaquer la loi 101 fondamentalement à cause de tels dérapages. » Parce que ce sont des dérapages, mais qu'on ne croit pas que l'essentiel de la loi 101 est dans de tels dérapages. Écoutez, regardez bien ça, nos 3 commentateurs vedettes. Je ne sais pas si Madame la réalisatrice, on peut montrer cet extrait-là d'une page du, vous savez, le guide de la SAQ. Vous savez, quand on va dans la SAQ, il y a comme un petit catalogue, là. Alors là-dedans, dans la SAQ, c'est les vins italiens. On va vous le montrer tantôt. Et c'est écrit « Attenzione, grandi vini ». Dans le nouveau cellier. Non, c'est dans le cellier, ça, là. Attention, là. Ça, c'est un organisme d'État public. Attention, grandi vini. Scandale. Si je peux me permettre, on voit ici qu'est-ce qui arrive quand on décide de prendre la question linguistique par les absurdités qui peuvent venir quelquefois avec le contrôle bureaucratique. Évidemment que ça n'a aucun sens de vouloir enlever le mot pasta, enlever le mot charmaine ou j'en sais rien. Mais ce qui aurait du sens, cela dit, c'est de s'inquiéter quand même quand la moitié des nouveaux arrivants vont au cégep anglais. Ça a du sens quand on s'inquiète de la défrancisation du centre-ville. Ça a du sens quand on s'inquiète du fait que l'État québécois, avec les nouveaux arrivants, souvent parle anglais parce qu'il prend pour acquis que tous ceux qui ne sont pas des touchettes Tremblay-Gagnon, on doit les servir en anglais. Ça, c'est des problèmes majeurs. Et j'espère qu'une fois qu'on se sera amusé méchamment et justement avec la querelle de Pastagate, machin chose, eh bien qu'on ne va pas oublier que l'essentiel est ailleurs. Oui, l'essentiel était visible pour les yeux. Lise Ravary, en même temps, je me fais l'avocat du diable. La loi, c'est la loi. Et c'est censé être en français en plus gros, que ce soit des noms en italien en plus gros, non en chinois en plus gros, non en anglais en plus gros. C'est ça la loi. Parce que si on accepte qu'effectivement que tu peux mettre en plus gros en italien, pourquoi on ne l'accepterait pas pour l'anglais? Et là, on régresserait. Là, tu poses une question. Parce qu'on en a très peu parlé, mais... Très peu. En même temps que se passait le Pastagate, il y avait aussi le Fish and Chips Gate. Parce qu'il y a un restaurant de poissons frits et frites qui s'appelle Brick and Chips. Ça, c'est correct. Le fils n'a pas de problème avec ça. À Montréal, ils ont 2. Et c'est vraiment ce qu'on appelle en Angleterre un chippy. Un chippy, c'est un truc de fish and chips. Merde, je vais le dire. Ça va faire. C'est un restaurant de fish and chips à l'anglaise. Alors, la question est la suivante. Si on permet de dire pasta puttanesca en italien parce que c'est un mets national, est-ce qu'on peut dire fish and chips parce que c'est un mets national anglais? Dominique? Très bon point. Bonne question, Dominique. Parce que sushi, nigiri, sashimi, on est dans le trouble, là. Tu sais, comment... mais si on accepte ça, nigiri, on est dans le trouble. Là. Mais si on accepte ça pour les autres langues, l'anglais, c'est pas une autre langue. Il faudrait l'accepter pour l'anglais aussi. Et c'est une grande tradition. Donc, il y a peut-être une logique à dire que tu n'as pas le droit de mettre l'italien plus gros. Oui, mais il y a le sens du réel. Au Québec, soyons honnêtes, et je ne veux pas faire de discrimination, mais au Québec, c'est pas l'italien, c'est pas l'espagnol, c'est pas le norvégien non plus que le finnois ou j'en sais rien, ou le farsi qui menace l'avenir du français, c'est l'anglais. Mais qu'on le dise, Mathieu, qu'on le dise dans la loi 101, c'est l'anglais qu'on vise. Vous pouvez mettre toutes les autres langues. Mais c'est à ce moment qu'il faut avoir une boussole qui s'appelle le bon sens. C'est-à-dire, il y a une loi qui fixe des orientations, elle doit être appliquée rigoureusement, mais la rigueur ne veut pas dire la bêtise. Et lorsqu'on quitte la boussole du bon sens, lorsqu'on l'abandonne, eh bien, c'est à ce moment-là qu'on a l'impression d'être un chevalier héroïque servant de la langue française, en s'en prenant au mot pasta, et au même moment, en oubliant que sur le portrait d'ensemble, effectivement, le français régresse. Mais vous savez, quand vous ne contrôlez pas votre vie, vous contrôlez les petites virgules. C'est une question de jugement, mais les connards qui ont décidé de porter plainte au préalable, ça prend un filtre à un moment donné. C'est pas parce que tu déposes une plainte que ta plainte est valable. Là. Hey, le gars qui a porté plainte ou la fille qui a porté plainte, pas de vie. On s'entend, c'est un QI de géranium, ça, là. C'est un pas de vie. Hey, je suis allé dans un restaurant italien, puis il y avait un mot italien. Un pas de vie, comme un agent de sécurité frustré, comme on en a tous rencontrés, dont le seul objet dans sa vie, c'est de manipuler une pagette. Comprends-tu? Fait que le gars est frustré un peu, il a le goût de faire sentir son autorité. Fait qu'à un moment donné, quand tu squeezes, tu le pognes dans le mauvais quart d'heure, ben, il se défoule sur toi. Ça, c'est des gens qui n'ont pas de vie, ça arrive, ça. Ce qu'il faut dire à cette personne-là, c'est « Get a life ». Oh, psst. OK, on s'en va à la pause. On revient avec vos commentaires aussi et nos invités.
Alors voilà, on va vous montrer la page du cellier, le petit catalogue qu'on peut trouver dans toutes les succursales de la SAQ. Regardez ça dans le coin droit. Attenzione Grandivini. Ça, c'est un organisme parapublic. Dominique, on devrait faire un autodafé. Il faut les brûler, ces magasins-là. C'est ça prend une plainte que là, le gouvernement va étudier le gouvernement. C'est complètement ridicule. OK, on a Mimi au bout du fil. Madame Mimi, qu'en pensez-vous? Bonjour, M. Martin. Bonjour. Ben, je pense que vous avez tout dit. Ce que je voulais dire, c'est de l'aberration. Je sais pas, je pense qu'il y a des gens qui veulent donner de l'importance en faisant des conneries, des ridiculités, mais ça n'a aucun bon sens. Mais je voudrais mentionner en passant que même le français à la radio, parce que je sais que vous avez quelqu'un qui est de la radio qui est là, moi, ce que je n'aime pas, c'est un sacre à chaque phrase. Des fois, sur les stations de radio, vraiment, c'est de l'aberration, là. Je trouve que c'est ridicule. Merci, j'en profite Mimi. en même temps pour passer le message parce que je suis pas toute seule aussi qui pense ça, là. Si c'est des sacs en français, c'est mieux. Oh, mais c'est pas beau, là. Je veux dire, c'est vulgaire, c'est déplacé. J'aime bien M. Bock-Côté aussi, qui parle très, très bien, qui défend bien les choses françaises, là. Merci, L'autre Mimi. madame, je la connais moins, mais en tout cas, je trouve que c'est de l'exagération. Merci, Mimi. Merci quand même, madame. Je vous aime Merci, pareil. Mimi. On a Lino au bout du fil. Monsieur, j'imagine que vous êtes italien. Oui, je suis italien, oui. Alors, est-ce que vous mangez des bonnes pâtes alimentaires à la maison? Oui, non, c'est sûr, bien sûr. Ben moi, j'appelle parce que je trouve que ça, c'est vraiment exagération. Je veux dire, dans toutes les cultures, dans tous les restaurants, ils ont toujours les menus dans chacun de leur langue. Puis ça, vraiment, c'est c'est très exagéré. Puis je trouve aussi, ça dégage pas vraiment l'image du Québec qui est une province multiethnique, puis quand on va dans les restaurants, oui, on va là pour manger, tout ça, mais aussi, je veux dire, pour moi, quand je vais dans un restaurant, exemple chinois, je veux dire, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que je mange à la langue. À la langue. Merci. Merci beaucoup, Lino. Merci. Mathieu, tu dis que parfois, les défenseurs de la langue peuvent être leurs pires ennemis. Ben, les défenseurs de la souveraineté, vous savez, c'est un problème en souvent, c'est-à-dire les plus ardents partisans d'une cause sont ceux qui souvent la servent le moins bien, la servent le plus mal. En pensez, par exemple, je donne quelques exemples là-dessus au niveau de la langue ici, ceux qui croient défendre partout le français, ce qui est indispensable, et qui font cette confusion autour du mot pasta, machin chose. Pensez aux indépendantistes qui sont tellement indépendantistes qui sont persuadés que le fédéral organise des complots à tous les jours pour faire mal au Québec. Pensez aux partisans dans l'Ouest canadien, les pro-vie, qui sont tellement pro-vie qu'ils considèrent que même en situation de viol, même en situation d'inceste, on ne devrait pas permettre l'avortement. Donc souvent, les plus zélés d'une cause sont tellement zélés qu'ils la servent très mal. Et bien, dans les circonstances, en plus, ajouter une chose, le contrôle bureaucratique tatillon, c'est pas l'expression la plus élevée de l'esprit humain. Eh bien, quand on voit un contrôle bureaucratique tatillon exagéré sur une question linguistique, ça fait passer toute la politique linguistique pour quelque chose de sans dessein. Or, elle est nécessaire, cette politique, et on ne devrait pas la réduire, justement, à ces espèces de grossiers dérapages auxquels on a eu droit ces derniers jours. Lise Barbara-Key, hier, a dû avoir un orgasme multiple. J'en doute pas. J'ose même pas y penser. La terre a dû trembler à Westmount. Écoute, non, mais c'est du bonbon, ça, on sent une crispation du côté des anglophones depuis l'arrivée, disons-le, du Parti québécois au pouvoir. Est-ce que c'est parce qu'ils craignent une remontée de l'affirmation nationale, ou si c'est parce qu'ils s'enfargent dans les fleurs du tapis qui s'appellent Pastagate, langue étrangère pour décrire l'anglais, quelques déclarations peut-être un peu maladroites de la part de Jean-François Lisée. Est-ce que c'est ça ou c'est vraiment la montée de l'affirmation nationale? Moi, je pense que ils s'enfargent les pieds dans les fleurs du tapis. Le problème, c'est que ça fait leur affaire. Mais pauvre Lisée, pareil. Tu sais, Jean-François Lisée, le vidéo Notre Home, là, il va permettre d'acheter des billets de métro en anglais dans quelques stations de métro. Là, il y a ce fonctionnaire-là qui, dans le fond, se comporte comme un enfant qui donne un coup de pied dans une sculpture de Lego. Hein. Pouf! Tu sais, les efforts de rapprochement de Lisée envers la communauté anglophone sont détruits par ça, par cette mauvaise couverture-là qui est générée par un acte ridicule. Ça montre à quel point c'est difficile de légiférer en matière de langue. C'est devenu difficile, hein? Parce que ça, il faut le noter. En ce moment, ça panique sur le projet de loi 14. Or, puis on dit que c'est un durcissement de la politique linguistique. Un instant, le projet de loi 14, en ce moment, c'est une version modérée, très modérée, exagérément modérée de la Charte de la langue française qui était proposée par le PQ il y a quelques mois. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans les circonstances
circonstances, ça veut dire que le seuil de tolérance envers l'affirmation linguistique, envers l'affirmation nationale au Québec est beaucoup plus bas qu'auparavant, pour mille et une raisons, qui s'appelle individualisme radical, qui s'appelle d'autant plus, écoute, mais Mathieu, étant donné que le seuil de tolérance des anglophones, étant donné qu'ils sont vraiment très énervés, justement, il faut faire attention de c'est ne le pas contraire. faire de gaffes comme le Pastagate. Ah non, moi je dirais une chose. Le Pastagate, on l'a dit, c'est niaiseux, mais une fois que c'est dit, est-ce qu'on doit toujours définir la capacité d'affirmation du Québec dans les conditions que ça ne fera pas peur à personne? Rappelez-vous la réaction en 1977 au moment de la loi 101. La loi 101, on a dit que c'était une loi hitlérienne, une loi discriminatoire, une loi fasciste et ainsi de suite. Eh bien, qu'a fait le docteur Laurent et René Lévesque à l'époque? Ils ont dit « Je vous entends, merci, et on impose ce qui est nécessaire. » Ça s'appelait la loi 101. J'espère qu'on va redévelopper cette vertu d'indifférence à, quelquefois, le refus de l'affirmation nationale québécoise. Oui, mais il y a un consensus social autour de cette version-là de la loi 101, effectivement. De quelle version? Pourquoi la loi 101 telle qu'elle était appliquée depuis René Lévesque? Non, la loi 101 telle depuis René Lévesque, pourquoi reculer par le fédéral? Et d'interdire, par exemple, aux enfants des militaires canadiens d'aller à l'école anglaise? C'est ça le problème avec la loi 14. C'est qu'il y a un consensus actuellement. Je me sens aucunement brimé parce qu'on permet aux enfants de militaires de fréquenter l'école en anglais. Et le PQ vient détruire ça à un moment donné. Le PQ tombe dans l'auto-sabotage. On vient de voir ce qui arrive quand on néglige l'histoire. Dominique Moret dit on appelle la loi 101 telle qu'on l'appliquait depuis René Lévesque. René Lévesque avait permis, juste pour vous mettre au courant, l'affichage unilingue français. Il avait permis l'unilinguisme d'État au Québec. On peut s'en désoler ou non, mais c'était ça la loi 101. Elle a été par étapes déconstruite par la Cour suprême du Canada. Elle a été déconstruite et la loi 101 dont on nous parle aujourd'hui, c'est un gruyère. Alors, c'est pour ça qu'il faut la renforcer. Il faut évidemment pas revenir à la version d'origine, mais il faut la renforcer parce que c'est une loi qui a été victime de frappes chirurgicales. C'est ça. On donne un coup de pied dans la canette sur ce qui allait bien, mais la controverse avec les enfants militaires, là... Sur le Pastagate, juste avant de partir à la pause, je veux vous lire un message qu'on a reçu sur notre page Facebook concernant le Pastagate de Gigi Séguin. Non, la fonctionnaire en question a fait son travail, c'est-à-dire le fils a fait son travail. Accepter ça, c'est-à-dire le mot pasta en plus gros, c'est aussi accepter l'unilinguisme chinois dans le quartier chinois et ainsi de suite. Alors, cette personne-là est pour, justement, la décision initiale de l'Office. Les lignes sont pleines. On vous écoute après la pause. La chicane est poignée sur le plateau. Alors, on a Lucie au bout du fil. Lucie, on vous écoute. Qu'en pensez-vous? Bon, dans ce contexte-là, j'attire votre attention à un livre imaginaire qui a été écrit dans les années 70, sur la future éventuelle du Québec, unilingue. Là, il fallait, dans ce livre, ça proposait des nouvelles règles pour les restaurants, où il fallait traduire tout, et même changer le nom de la soupe anglaise à la soupe de la minorité inférieure. Okay, merci. Bon, est-ce qu'on est rendu là aujourd'hui? Je ne sais pas. OK, vous trouvez que c'est de la science-fiction. Merci beaucoup, Lucie. Michel, au bout du fil. Michel. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, je suis de descendance irlandaise. OK. Irish stew. Est-ce que je peux le mettre sur le menu? Irish stew. Ben, c'est un mets, puis là, je cherchais mon dictionnaire en gaélique, mais là, personne ne l'a compris. Je l'ai pas trouvé. Mais ce que je veux dire, c'est que... C'est-à-dire que s'il existe une traduction française de Irish stew, pourquoi pas le mettre en français? Ben, un stew, c'est un stew. Un bouillon, c'est un bouillon. Bouillon irlandais? Ben, appelez ça comme vous voulez. Un stew, c'est un stew. Un ragoût. Un ragoût. Un ragoût? Oui, un ragoût. Oui, Non, c'est parce que tiramisu, il n'y a pas de non, mais, y a pas de tu peux avoir un ragoût français. irlandais, un ragoût de pâte de cochon, un ragoût de tête de morue. Tu peux en avoir. Mais moi, ce qui m'enrage le plus, là... Excusez-moi. Moi, ce qui m'enrage le plus, là, c'est que... quand M. Lisée a dit que... ça, je trouve ça normal, que les employés de la STM, là, peu importe, parlent au moins un anglais de base. Oui. Parce que je viens de percer, puis j'ai vu c'est quoi une jeune fille de 16-17 ans qui travaillait pour gagner ses études, se faire écœurer par un anglophone québécois avec une plaque du Québec. Puis la petite fille était chanceuse que je sois le troisième en ligne
Je l'ai planté en anglais. Merci beaucoup, Michel. Merci. On va en parler de l'affaire de l'Élysée un peu plus tard, mais avant tout, je veux parler, Dominique, aujourd'hui dans le Journal de Montréal, page 46, c'est ma blonde qui signe le texte, là, mais elle parle d'un groupe qui s'appelle Critique. Ça, c'est un groupe d'anglo un peu paranoïaque, dans lequel il y a Barbara Kay dans ce groupe-là. Alors, ils ont fait paraître un genre de bandeau où on fait un parallèle entre le Québec de 2013 et le Texas de 1949. Non. Alors, on met Texas 1949 et là, l'écriteau « We serve whites only ». No Spanish, no Mexicans. OK, c'était vraiment c'était du racisme. Et là, on met Québec 2013. Et là, ici, on commerce en français. Tu sais, les autocollants qu'on voit dans certaines vitrines. Fait que là, on fait le parallèle en disant le Québec de 2013 est aussi intolérant et aussi répressif et aussi raciste que le Texas et l'Alabama dans les années 40-60. Hey! C'est des groupes extrémistes. Je veux dire, si tu veux, à un moment donné, créer une bonne entente, il faut que tu écartes les extrémistes de la table. À un moment donné, moi, j'ai parlé avec des anglophones qui acceptent la réalité de Montréal. J'ai parlé avec un avocat, justement, la semaine passée, un accent anglophone, mais il aime Montréal. Il a choisi de ne pas aller pratiquer à Toronto. Il accepte la réalité francophone. Tu sais, les extrémistes, là, si à un moment donné, on veut s'entendre, il faut les écarter de la table. Moi, j'aimerais ça juste... Madame Kay, Barbara Kay, les membres de ce groupe-là, il y a Jerry Weiner, qui est un ancien ministre au fédéral. Apparemment que c'est soutenu par Beryl Wiseman, l'inénarrable rédacteur en chef du Suburban. J'aimerais bien demander à ces gens-là de se souvenir qu'au Québec, à l'Université McGill, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était écrit « No Jews allowed », pas de Juifs permis, alors qu'à l'Université de Montréal, on les acceptait. Oui. Tout à fait. Merci beaucoup, Lise. Mathieu. Bien, c'est fondamental ce que Lise dit, c'est-à-dire le procès régulièrement fait aux francophones d'être fermés, xénophobes. Puis là, on les connaît, ce sont des injures régulières. Eh bien, je sens que ça remonte à la surface en ce moment, ce procès radical qui est fait envers l'idée même d'affirmation nationale au Québec. Et là, vous voyez bien ce que demande ce groupe. Il nous dit on veut que l'anglais soit une langue officielle au même titre que le français au Québec. Autrement dit, on veut abolir la loi 101. Soyons honnêtes, soyons francs, on veut abolir l'idée que le français soit la langue d'intégration sociale au Québec. Ça, c'est la grande conquête de la Révolution tranquille. Qu'on soit souverainiste ou fédéraliste, ou qu'on ne s'intéresse pas à cette question-là, l'idée que le Québec soit une société fondamentalement francophone, mais infiniment respectueuse de sa minorité anglophone, ce projet qui est porté par la Révolution tranquille, par Robert Bourassa comme par René Lévesque, ce projet, il est contesté en ce moment, et c'est pour ça qu'on doit s'attacher à l'esprit de la loi 101. On peut vouloir l'amener plus loin, on peut vouloir la conserver comme telle, mais on doit conserver l'esprit de la loi 101. L'esprit de la loi 101, c'est qu'au Québec, mettre les deux mais contesté par combien de personnes? Faut pas sur notre langue. Juste, faut pas non plus exagérer. Il y a eu une manifestation à Montréal. À un moment donné, il y avait 200 personnes. Faut pas non plus exagérer et grossir ce mouvement-là. C'est ça la tendance qu'on a. En fait, Kay, Weiner et Wiseman, ils ont deux choses en commun. Une, je l'ai déjà dite. L'autre, c'est, excusez-moi, c'est des vieux schnouks. Si on faisait la même chose avec des jeunes, des enfants de la loi 101... Des gens qui ont peut-être la nostalgie d'avant. Oui, d'avant, qui se souviennent comment c'était quand ils étaient au pouvoir. L'époque de Speak White. Oui, l'époque de Speak White. La bonne chose qui sort de ça, Mathieu Bock-Côté, c'est que rapidement, tous les gens au Québec ont dénoncé cette décision de l'Office québécois de la langue française. Ça a été dénoncé totalement. Mais parce que le bon sens existe dans la population. Tout à fait. Merci beaucoup. On s'en va tout de suite à la pause et nous revenons après. Alors, je retrouve Lise Ravary, Dominique Morin, Mathieu Bock-Côté. Vous souvenez-vous, il y a quelque temps, les membres de l'Assemblée nationale ont fait leur mea culpa en disant, écoutez, c'est vrai que les couteaux volaient très bas, on s'insultait, ça n'avait pas de sens, le niveau était épouvantable. Nous allons maintenant faire attention à notre langage. Eh bien, cette semaine, deux choses. La députée libérale Danielle Saint-Amand qui traite la ministre Ouellette de crise de folle. En commission parlementaire, il faut le faire. Et sur son blog, Jean-François Lisée qui dit de Justin Trudeau qu'il souffre d'une insuffisance d'interconnexion entre un certain nombre de ses neurones. Finalement, il dit qu'il n'est pas très intelligent. Lise,
Ça vole pas haut. Ça vole pas haut, mais c'est tout à fait représentatif, à mon avis, de ce qui se passe dans la société. Est-ce qu'on peut vraiment demander, on souhaiterait, mais est-ce qu'on peut vraiment demander à ces gens-là d'être vraiment au-dessus de la population et d'avoir des comportements que nous-mêmes, on n'est même pas capable d'adopter? Je veux dire, quiconque se promène sur les réseaux sociaux sait à quel point l'injure est prédominante. Les gens se parlent comme si on était tous des morceaux de bois et que rien ne nous faisait rien. Et on a tous la mèche courte. Et on a tous, parce qu'on, je sais pas, c'est parce qu'on est tous stressés, là, je ne ferai pas de la psychopop à 5 sous, mais peut-être que notre niveau de tolérance est plus bas, peut-être qu'à l'époque où on vivait de manière bucolique entre les champs, les tables et l'église. Dominique, qu'est-ce que tu en penses, quand même? Une députée qui dit que tu es une crise de folle. C'est pas fort. Quand même. C'est pas fort. Tu peux le penser, tu n'es pas obligé de le dire, par exemple. Tu sais, je veux dire, c'est vrai, on ne peut pas empêcher quelqu'un de penser quelque chose, pas obligé de le dire, mais ce sont ces mêmes politiciens-là qui viennent donner les leçons aux jeunes, et c'est récurrent dans la société québécoise, les fameuses leçons. Hey, l'intimidation, les enfants, c'est pas beau, alors qu'ils s'insultent, gros gens comme devant, comme dans une cour de polyvalente. C'est pas très fort. Dominique, on peut être pas d'accord avec Justin Trudeau et on va en parler tantôt de sa position sur le référendum. Je sens que ça te brûle d'en parler, mais de là à dire le gars n'est pas intelligent. C'est ça, c'est sa vision des faits, c'est ses idées, il faut le respecter. Si moi je dis ça à la radio, c'est une attaque personnelle. Si je dis ça à la radio, je peux être poursuivi, puis je vais avoir un blâme au CCNR, mon boss sera pas content. Pourquoi eux autres ont le droit de le faire? Mathieu. On demande aux jeunes de ne pas le faire. Moi, à la radio, je peux pas le faire. Oui, bien voilà, la civilité est une condition première du débat public. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Cela dit, je dirais que parce que la politique est conflictuelle, par définition, il y a toujours une espèce de... Les gens sont facilement portés ici, et sinon à l'injure, à tout le moins, aux outrances verbales. Rappelez-vous, d'ailleurs, ça traverse l'histoire, quand Maurice Duplessis dit en chambre « Monsieur le Président, j'aimerais vous dire que la moitié de cette chambre est composée de voleurs », parlant de l'opposition. Et là, leur président le reprend, il dit « Vous n'avez pas le droit de dire ça », et il répond très juste « Je dirais que la moitié de cette chambre n'est pas composée de voleurs ». Bon, alors, il faut voir que le langage politique est... Au moins, c'était drôle. Oui, mais il y a quand même... le conflit fait partie de la politique. Puis il faut éviter... Moi, je suis le premier à croire aux impératifs de la civilité, mais évitons inversement d'aseptiser le débat public. Je dirais entre le terme crise de folle ou je sais pas trop quoi, qui est absolument injurieux, et la formule tournée de manière amusante par Lisée, je distinguerais quand même, on ne doit pas tout mettre dans le même sac. Quelquefois, si on peut tourner de manière amusante un désaccord profond avec quelqu'un pour qui on n'a pas une estime exagérée, ben là, il ne faut pas tout mettre dans le même sac. Attends une minute, Mathieu. Tu dis que c'est pas correct d'insulter une ministre du PQ, mais qu'un ministre du PQ a le droit d'insulter quelqu'un du Parti libéral. Non, pas du tout. Non, mélangez pas. Je considère que la grossièreté, c'est une chose, et ensuite, un mot d'esprit, c'en est une autre. C'est-à-dire, et ce mot d'esprit, cette insulte... Pas un mot d'esprit, Mathieu, il traite de cave. Non, ben, un instant. Si on avait traité Justin Trudeau, comme vous dites, de cave, je trouverais que ça serait odieux, ça serait insensé, ça n'aurait aucun sens. Une fois que c'est des beaux mots. C'est la même chose. Un instant, je ne me porte pas à la défense ici de la formule d'Élysée. Je dis simplement, évitons de tout mettre dans le même panier, parce que sinon, on va se retrouver... Ensuite, on reproche aux politiciens d'avoir toujours la langue de bois en toutes circonstances. Mais insuffisance d'interconnexion dans un certain nombre de ces neurones, c'était un mot... Je connais un animateur de radio qui appelle ça job. Moi, ce qui me fascine, c'est qu'on décide de retenir cette déclaration-là, puis au même moment, ça nous permet d'oublier que Trudeau a dit qu'il fallait 66 % des gens pour faire la souveraineté. Hein? On met l'accent sur une phrase bien ou mal tournée de l'Élysée, mais au même moment, on oublie que Trudeau vient de dire qu'il est contre la démocratie québécoise. Tu m'ouvres la porte grosse comme ça, alors... C'est quand même ça l'essentiel. Il est contre la démocratie, mais ça, personne ne s'en indigne les gens. Parlons de ça. Justin Trudeau qui dit que si dans un prochain référendum, pour accepter la souveraineté du Québec, il faudrait que 66 % des Québécois votent oui. Pas 50 % plus 1, 66. Mais ça, c'est une injure. Ça, c'est une grosse injure faite au peuple québécois, à l'Assemblée nationale, à notre tradition démocratique. Venir nous dire qu'il faut 66 % des gens, et en plus que ce soit autorisé par le Parlement canadien, par les parlements provinciaux, par la Cour suprême, venir nous dire que les Québécois sont pas assez intelligents pour être capables de s'autodéterminer, ça, c'est une injure. Autrement, c'est difficile que ce qu'a dit Lisée. Le NPD pense la même chose et on a élu combien de poteaux au Québec avec des couleurs oranges? C'est-à-dire?
le NPD croit aussi à... 66 Oui. 66 c'est autre chose. 66 Premièrement, la loi sur la clarté a été dénoncée par l'Assemblée nationale. N'oubliez jamais ça. Mais là, ce que Trudeau nous dit, c'est que c'est non seulement la loi sur la clarté, c'est est-ce qu'on se rend compte de ce que ça veut dire? Autrement dit, les Québécois ne sont pas tous égaux. Dominique, c'est à Ottawa de nous prendre en tutelle. Dominique, faire, mettons, le voter pour la souveraineté, là, puis qu'il y a à peu près 1 entre les deux, entre le oui et le non, ça serait-tu vraiment faisable? Ça prend une majorité claire. Ça déchirerait pour que ça société. Puisse se faire de façon confortable, non? En tout cas, moi, là, comme citoyen ordinaire, là, en ce qui me concerne, c'est rendu à 30 Quand ça sera rendu à 66 vous me rappellerez. Mais ça veut dire quoi? Prends-le pas mal, Dominique, mais ça veut rien dire. Parce qu'en ce moment, ce que tu dis, c'est que vu que ça m'intéresse pas, puisque ça ne m'intéresse pas, je permets... Le Québec, ça m'intéresse. Mais je fais le constat que c'est pas une priorité nationale pour mes enfants. Qui s'en est une, mais ce que je veux savoir, c'est considères-tu qu'il est normal que l'Assemblée nationale ne soit pas souveraine, j'entends par là qu'elle ne puisse pas décider de ce que c'est un seuil. Oui, elle doit décider. Acceptable. Elle doit décider, donc, mais ça prendrait la plus grande majorité possible pour créer un consensus. En 95, on a accepté de se faire battre à 50 000 votes. J'espère que le camp d'en face accepte la démocratie aussi, parce que nous, les souverainistes, on devrait accepter de perdre lorsqu'on perd avec le score déchirant de 95, mais le camp d'en face, lui, peut triompher ou n'a pas besoin de se soumettre aux mêmes règles que nous. Ça, c'est de la démocratie, ça? En Écosse, c'est 50 plus 1. 50 mais par contre, la question est clarissime. Est clarissime. Effectivement, c'est une... Voulez-vous ou non vous séparer? C'est ça. Point. Oui, alors, final à la ligne. Je suis content de voir qu'on est les 4 seules personnes au Québec à parler de ça actuellement. Non, il y a juste... Bon, on s'en va à la pause et on va parler du sommet. Ça, je suis sûr qu'on n'est pas seulement 4 à parler du sommet après la pause. On va parler du sommet d'éducation, mais surtout d'efforts. Tiens, Lise Ravary, je vais te lire un texte que j'ai reçu, un courriel, parce que ça va dans le sens d'une chronique que tu as publiée cette semaine, et on va en discuter tout le monde ensemble. La dame qui m'a écrit sur ma page Facebook s'appelle Caroline Garneau. Elle dit que sa mère, elle était monoparentale. Sa mère gagnait 12 000 $ par année. Elle a décidé de faire des études supérieures, de devenir policière. Elle est allée à l'Institut de police de Nicolet. Ça coûte 4 000 $ par année. Elle a fait un bac en droit. Elle dit qu'elle travaillait comme une folle à temps partiel. Elle ne pouvait pas se payer une passe d'autobus, encore moins une auto. Donc, elle allait à l'université, à l'école, en rollerblade, en vélo ou à pied. Elle a travaillé très fort. Elle dit aujourd'hui, j'ai une job, je gagne bien ma vie, je paie des impôts. Et ma mère a 91 ans et elle habite avec moi. Je peux m'en occuper parce que j'ai fait l'effort de me battre pour étudier. Aujourd'hui, je la garde comme elle le mérite. Elle m'a appris que dans la vie, il fallait faire nos choix et prendre les moyens pour qu'ils se concrétisent. C'est la plus belle valeur qu'elle m'a enseignée. À quand un face-à-face avec la vraie vie pour nos étudiants rois? Tu as écrit là-dessus, Lise. Il y a des gens qui ont fait des sacrifices, qui ont travaillé fort. Oui. On n'a pas tout cuit dans la bouche, qui ont travaillé fort puis qui ont réussi, même s'ils étaient pauvres, à se payer des études supérieures. Absolument. En fait, j'ai écrit une chronique. Ça, c'est tabou de dire ça, là. C'est tabou, mais c'est la vérité. Ma chronique portait sur comment on fabriquait des universitaires dans Hochelaga-Maisonneuve dans les années 60 et 70, là où j'ai grandi. Et je racontais l'histoire d'une famille où il y avait 7 enfants. Maman ne travaillait pas. Papa était jobber de cigarettes. Je veux dire ça, quelqu'un qui sait ce que c'est, là, c'est du monde pauvre. Les 7 enfants ont fait des études dans des collèges privés. Ils sont tous allés à l'université. Il y en a un qui est devenu banquier international. Il y en a un qui dirige des services de traduction à l'ONU. Une grande journaliste culturelle, et j'en passe. C'était quoi l'ingrédient chez eux? C'était d'abord que les parents, pour eux, c'était la voie royale, l'éducation vers une vie meilleure. Pour eux, là, ça méritait tous les sacrifices. Et pour les enfants aussi, ils travaillaient. Ils travaillaient avec leur père, ils payaient pension. Qui fait ça aujourd'hui? Lise, je vois ça chez les immigrants. Les immigrants, ils ont l'espoir de donner à leurs enfants une vie meilleure que celle qu'ils ont eue. Je ne vois plus ça chez les Québécois de souche, Dominique. Oui, c'est la valorisation de l'éducation, la valorisation du travail. Oui. C'est ça qui est important. Mais là, le sommet, là, on s'en va vers quoi? 32 groupes qui vont pouvoir jaser de 4 sujets. C'est 2 heures par sujet. On va arriver à quoi, au bout du compte, avec ce sommet-là? Tu sais, moi, quand je me chicane avec ma blonde, là, habituellement, ça prend 3-4 heures là, pour laver le linge sale. 32 groupes, avec 3-4 personnes par groupe.
2 heures par sujet. Wow! Mais Mathieu Bock-Côté, au-delà du sommet, là, de dire, bon, c'est correct, là, on va essayer que ça coûte pas cher, les prêts et bourses, puis on va s'entendre, puis l'argent ici, l'argent... Il y a aussi le goût de vouloir étudier, puis inculquer ça à nos enfants, puis débrouillez-vous. Moi, je viens d'un milieu modeste et j'ai fait des études supérieures. Mes parents m'encourageaient à le faire. Tu sais, ils m'achetaient à l'époque, c'était les fascicules alpha. Oui. Tu sais, un fascicule une fois par semaine, là, ça coûtait 1,99 puis tu te bâtissais une encyclopédie à la fin de l'année. Faune. Chaque fois qu'ils faisaient leur épicerie le jeudi, ils m'arrivaient avec un fascicule parce que moi, j'aimais ça lire. Mais ça, c'est fondamental, ce qu'on dit là. Et il faut voir, hein, le désir de l'éducation, de la culture, c'est relativement récent au Québec. Hein. C'est une société... La Révolution tranquille, dont on dit beaucoup de mal, a aussi eu comme bien de démocratiser l'idéal de l'éducation. Mais c'est récent, parce que pendant longtemps dans cette société, l'essentiel n'était pas d'exceller, mais de se débrouiller. L'essentiel n'était pas de parvenir au sommet de la société, mais de s'installer rapidement puis de s'arranger pour que la vie passe à la manière d'un long fleuve tranquille. Et aujourd'hui, me semble-t-il que la valorisation culturelle de l'éducation, c'est-à-dire, ça, c'est pas un programme du gouvernement qui va y faire quelque chose, c'est pas en versant des millions de plus dans l'éducation, c'est en redécouvrant ce que ça veut dire éduquer les gens. Qu'est-ce que ça veut dire la culture? Qu'est-ce que ça veut dire l'instruction? Qu'est-ce que ça veut dire l'histoire, la littérature? Il va falloir revaloriser en profondeur l'importance de cette mentalité. Et l'effort personnel aussi, la François Legault a dit ça. responsabilité personnelle. On n'a pas le droit de dire ça, par contre. Malheureusement, ça fait élitiste. Hey, écoute, là, je me suis fait tellement taper sa tête avec mon histoire de sangria sur une terrasse. Sais-tu quoi? C'était des étudiants carré rouge, OK? Dans un restaurant hyper chic où ça coûte 18 piastres pour un macaroni au fromage, OK? Puis ça coûte super cher pour une sangria. Moi, j'avais pas les moyens de me payer ça quand j'allais à l'université. Pas en tout. J'en mangeais du macaroni, pas du macaroni à 18 piastres, du macaroni Kraft Dinner qui coûtait 1,50, OK? Et c'est ça que j'ai dénoncé, puis je me suis fait blaster totalement partout. Je m'excuse, mais je réécrirais la même chose aujourd'hui. Et j'ai hâte que quelqu'un dise, l'université, ce n'est pas pour tout le monde. Oui, l'université, elle est accessible actuellement, je pense, au Québec, mais c'est pas vrai que c'est fait pour tout le monde. C'est difficile, l'université. Il faut lire, on développe notre jugement, on développe l'argumentaire, on fait de la recherche. Ce n'est pas pour tout le monde et c'est correct. Vous n'êtes pas imbécile si vous n'allez pas à l'université. Et vous pouvez aller au cégep. Il y a de magnifiques formations à technique au cégep. On a besoin, justement... c'est pas vrai que c'est pour tout le monde. Tu vas même être plus payé que si t'es sociologue. Hélas. Mais c'est notre philosophie de l'éducation qu'il faut changer, je crois. C'est-à-dire, remarquez, au primaire, au secondaire, on est passé d'une pédagogie de l'effort et de l'excellence à une pédagogie de la créativité. Hein? Il fallait que l'enfant construise lui-même son propre savoir. C'est le socioconstructivisme. On est passé d'une pédagogie qui valorisait les contenus, la matière, le savoir, à une pédagogie des compétences. On doit apprendre à apprendre et rien d'autre. Eh bien, une société qui ne croit pas justement à la valeur éducation, qui ne croit pas à la valeur savoir et qui ne croit pas non plus effectivement souvent à l'effort, parce qu'on voudrait que la vie soit facile. Hein? On devrait apprendre en jouant. C'était à la mode dans les années 80. Eh bien, une société qui a de telles valeurs, peu importe la politique qu'elle mettra de l'avant, elle va avoir de graves problèmes. Je vous remercie à vous trois. Je vous donne rendez-vous lundi et mardi et bien sûr mercredi. On va faire un post-mortem du sommet. On va parler du sommet au cours de la semaine prochaine. J'aimerais bien en rediscuter avec vous trois. Alors, Lise, Mathieu, Dominique, merci beaucoup. On s'en va. On revient avec Michel Jean de JE.